Ils ont piégé l'appareil. Danger. Dépressurisation imminente. Danger. 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 Dépressurisation imminente. Danger. 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 Dépressurisation imminente. Danger. Je sais, putain! Danger. Je sais. Danger. Laisse-moi encore un peu de temps. Dépressurisation imminente. Danger. La combinaison. Elle est où? Là. Allez, Morgane. Tu peux y arriver. Tu as du temps, t'as encore le temps. La combinaison. Allez, allez. Maintenant, le tableau de bord, Morgane. Putain! Oh, laisse-moi tranquille, juste 5 minutes. Message prioritaire pour la Weyland-Yutani. Ici l'officier scientifique Elsa Morgan. Vous devez abandonner le projet Exodus. Je répète, vous devez abandonner le projet. Les sujets sont bien plus agressifs que ce que nous pouvions imaginer. Le risque est trop grand. Tanaka 5 doit être rayé de la carte. Je vous en supplie, le lieutenant Ripley avait raison. Rien ne peut les arrêter. Message prioritaire pour la Weyland-Yutani. Ici l'officier scientifique Elsa Morgan. Vous devez abandonner le projet Exodus. Je répète, vous devez abandonner le projet. Les sujets sont bien plus agressifs que ce que nous pouvions imaginer. Le risque est trop grand. Tanaka 5 doit être rayé de la carte. Je vous en supplie, le lieutenant Ripley avait raison. Rien ne peut les arrêter. Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission pas si petite où des joueurs se réunissent autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à une campagne Alien Exodus pour Alien JDR, publiée en français par Arcane Asylum. Bonsoir les amis. Bonsoir. Ça y est, on y est. Alien. Petit retour aux sources, quelque part, avec en plus il y a quelques temps le film Alien Romulus, comme quoi, voilà, c'est l'année Alien. C'est pas nous, c'est eux qui ont décidé de sortir le film en même temps qu'on faisait du JDR. En tout cas, on est là, on est prêt. En plus, on a de nouveau des partenaires. Un nouveau partenaire d'ailleurs, Lootbox, qui vous permettra, grâce à notre Tipeee, de bénéficier d'un petit avantage si vous passez par notre Tipeee, moins 5% sur leur site pour des achats de livres de jeux de rôle, et on sait que les rôlistes sont très nombreux à nous regarder. Donc ça peut vous offrir un avantage. De là, il y aura une connivence entre le fait qu'on fasse du jeu de rôle et qu'il y ait des rôlistes qui nous regardent. Merci aussi à notre sponsor DK Initiative qui est une nouvelle fois avec nous pour cette saison. Merci Jamel. Eh bien, j'espère que vous êtes prêts pour ce début de saison. Oui. On transpire, mais parce qu'on a chaud, hein. Oui, c'est pour ça. Ouais. On va dire qu'il y a un tournage, où il y a une forte chaleur. Voilà. Eh bien, on vous laisse avec la présentation des personnages, le générique, et on reprend. Caporal Cruz. Recrue de valeur des marines coloniaux, spécialisée en armement, le Caporal Cruz est une femme sérieuse et investie dans chacune de ses missions. La mort de sa femme, 4 ans auparavant sur la colonie de la planète Acheron, est une blessure encore ouverte. Ni les Amériques Unies, ni la compagnie à qui appartenait la colonie, n'a voulu divulguer d'informations sur les origines du décès de l'ensemble des colons. Rigoureuse, elle tente de poursuivre avec détermination une carrière militaire qui se transmet de génération en génération.
Agent Espinosa. Femme à poigne travaillant pour la Weyland-Yutani depuis un peu plus de 10 ans, Espinosa est téméraire et ne recule devant rien pour gravir les échelons du pouvoir. Spécialisée dans les négociations complexes, pour ne pas dire très compliquées, particulièrement avec les mineurs de la compagnie, elle s'est taillée une solide réputation de requin auprès de ses collègues. C'est tout naturellement que la Weyland-Yutani l'a missionnée sur la station Exodus, en orbite autour de Tanaka 5, suite aux tensions avec ses mineurs situés sur la planète d'extraction de la trimonite. Son récent divorce pèse encore à son esprit, non pour la relation perdue mais pour l'échec personnel qu'il signifie. Il pourrait être un frein à ses ambitions. Blaskowitz. Mécanicien de talent reconnu pour ses capacités dans le domaine des machines lourdes de forage, il n'en demeure pas moins un esprit à ses limites ayant du mal avec l'autorité. La compagnie l'a missionné sur la station Exodus pour organiser et améliorer le développement de nouvelles sections de la mine sur Tanaka 5 via les foreuses en place. Ses compétences seront, la Weyland-Yutani l'espère, un plus pour la croissance de la mine dont le contrat d'exploitation a coûté une somme excessivement importante. Dr Matthews. Mis au placard suite à un rapport de l'agent Espinosa 3 ans auparavant, le Dr Matthews ne s'est pas remis de la mort de sa femme et son fils, décédés sur la planète Acheron. Connaissant le caporal Cruz avec laquelle il participa à quelques missions militaires, la compagnie a décidé de lui redonner une chance en étant le responsable du service médical de la station Exodus. Cette mission de 5 ans est une possibilité, pour le docteur, de reprendre sa vie en main et, peut-être, espérer redorer son image auprès de la compagnie. Attention. Message à tout l'équipage. Amarrage du vaisseau Kerberos quai numéro 2. Amarrage du vaisseau Kerberos quai numéro 2. Voilà, bon port. Je vous laisse aux soins du capitaine de la station. Elle est là, sur le quai. Merci, capitaine Hamilton. Allez, Reyes, on n'a plus qu'à descendre vers la plateforme du quai. Attention au robot élévateur, ma petite dame. C'est Caporal Cruz, ma petite caille. Désolé, caporal. Tu descends du Kerberos qui t'a conduit après 3 mois de voyage sur la station Exodus, en orbite autour de Tanaka 5 d'où t'es extrait, tu le sais, un gisement de trimonite. À 5 mètres de toi, tu aperçois le visage d'une femme asiatique d'une 50aine d'années, sûrement le capitaine de l'Exodus, le capitaine Moon. Le regard sérieux, les cheveux mi-longs châtains, elle te dévisage ainsi que le lieutenant Reyes à tes côtés. À sa droite, tu reconnais le médecin Matthews, que tu as déjà vu il y a fort longtemps. Tu es surprise de le voir ici et son visage te rappelle de mauvais souvenirs, ceux de ta tragédie personnelle. Bien plus petit, sûrement 12-13 ans, un enfant afro-américain d'une dizaine d'années, avec une doudoune jaune moutarde t'observant avec des grands yeux pleins d'étoiles. Tu descends les quelques dernières marches métalliques et arrives à portée du petit groupe, tandis que le personnel du quai s'occupe de décharger le matériel du Kerberos. Caporal Cruz, soldat Reyes, bienvenue à bord de la station Exodus, en orbite autour de Tanaka 5.
Je suis le capitaine Moon. J'espère que vous avez fait bon voyage. Je me demande ce que les Marines coloniaux recherchent ici, mais pour toutes vos questions, je vous confie à notre médecin, le docteur Matthews. Il vous conduira jusqu'à mon second Hooper. C'est lui qui est chargé de vous indiquer tout ce qu'il y a à savoir à bord. Et tu vois qu'elle part aussitôt. Fox est à côté de vous. Tu vois que cet enfant te regarde assez profondément, Cruz. Salut, moi c'est Fox. Enchanté, jeune homme. Enchanté. Tu la connais? Oui, j'ai déjà rencontré il y a quelques temps. Ah, ok. Très bien. Et là, vous entendez des bruits de pas assez rapides. Alors, vous les entendez quand même assez fortement. Vous voyez que c'est un homme un peu imposant, le regard noir assez profond. Il porte une barbe de quelques jours et ses cheveux ne sont absolument pas coiffés. Il a l'air inquiet ou troublé. Son ciré jaune de sécurité lui donne un air intrigant au milieu du quai plutôt sombre. D'ailleurs, en l'observant de haut en bas, tu te focalises soudain sur le sol usé par le passage constant de lourdes bottes et de véhicules de maintenance. Le sol est marqué de rayures et de taches sombres. L'air est imprégné d'une odeur métallique et huileuse, donnant l'impression que chaque respiration est filtrée à travers des machines fatiguées. Des ombres profondes se cachent dans chaque recoin, comme si le quai lui-même dissimulait des secrets dangereux. Au loin, on peut entendre le bourdonnement lointain des réacteurs et le chuchotement continu des systèmes de survie, tandis que des échos sourds résonnent à travers les couloirs vides. Ce quai d'amarrage, à la fois majestueux et terrifiant, semble vivre, respirant au rythme des vaisseaux qui viennent s'y amarrer, prêts à s'aventurer dans l'inconnu. L'homme face à toi tout saute, fébrilement, sûrement pour te rappeler sa présence. Son visage est marqué par des yeux cernés, constamment en mouvement, reflétant une tension nerveuse palpable. Ses sourcils froncés presque douloureusement accentuent les rides profondes de son front. Ses lèvres, tremblotantes, sont pincées en une moue d'angoisse, tandis qu'un tic nerveux agite par intermittence sa joue creusée. Son regard, furtif et méfiant, semble sans cesse guetter une menace invisible, traduisant une paranoïa dévorante. Il t'agrippe, Cruz, il te regarde. Vous êtes le caporal, c'est ça? Qui regarde à droite et à gauche. Ouais, bah les pattes, mon garçon. Ouais. Écoutez, il faudrait que vous alliez à la raffinerie dès que vous pouvez. Ok, il faut que je vous parle absolument. C'est hyper important. D'accord? Et tu vois qu'il se retourne, tu vois qu'il a l'air d'avoir observé quelque chose, et tu vois qu'il repart aussitôt. Il se retourne. La raffinerie, ok? Niveau 1. Et il part aussitôt. Là, je regarde Matthews. J'imagine que je connais son dossier médical à lui, je sais s'il a des problèmes psychologiques. C'est qui, lui? C'est le chef de l'équipe A, mais je sais pas, il a un comportement étrange quand même. Et ouais, tu sens que il est pas loin de la psychose. Pour toi, il a un côté un peu particulier, un peu complotiste. D'accord. Il pose beaucoup de questions. Tu as vu que son équipe, l'équipe A, il avait essayé de les influencer pour ne pas partir sur Tanaka 5. Ok. Il a pas réussi, mais il cherche des choses. Dans la station, tu l'as vu souvent se déplacer à des endroits où il ne devrait pas être. Et tu sens que il est vraiment borderline. Ok, ça fait longtemps que c'est comme ça? Ouais, et t'en as déjà parlé au Capitaine Moon, t'en as même parlé à Wallace, qui est le représentant de la compagnie à l'intérieur de la station et qui dirige, lui, le pôle de la mine. Il a pas l'air d'en avoir vraiment eu quelque chose à faire. Ok. Méfiez-vous, c'est le chef de l'équipe A, il a un comportement étrange depuis plusieurs mois déjà. Il semble développer une sorte de paranoïa vis-à-vis des autres. Il cherche des choses qu'on ne voit pas et histoire de complot. Donc méfiez-vous quand vous irez, si vous allez le voir. D'accord, ouais. C'est bizarre que il soit venu vers moi. En tout cas, je suis curieuse de voir. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? Je pense qu'on doit déjà aller voir Hooper. Et on verra plus tard si vous avez besoin d'aller voir Shineski. Hein. Si vous avez besoin d'aller voir Shineski à la raffinerie. Ouais, ça m'intrigue. Bon, faisons ça. Vous vous déplacez en faisant attention au chariot élévateur et vous arrivez rapidement devant Hooper. Le visage marqué par l'âge, sans doute fin de la quarantaine, et une barbe de plusieurs jours. Il dégage tout de suite une intensité brute. Ses traits anguleux, partiellement ombragés par sa barbe, sont accentués par la lueur froide des lumières du quai. Vêtu d'un t-shirt noir moulant, usé par le temps, il s'affaire avec une concentration farouche à réparer la porte massive du quai d'amarrage. Ses mains agiles mais calleuses manipulent des outils imposants avec une précision nerveuse, tandis que ses yeux plissés, pleins de détermination, scrutent chaque détail dans l'ombre oppressante de la station. Merci de votre visite au quai numéro 2. Ça y est, tu vois qu'il se retourne, il vous voit.
Ah, une nouvelle. Oui, et je remarque que les normes de sécurité sont pas très respectées, Hooper. Bon ok, je suis peut-être nul pour fermer les portes, mais j'arrive à les redébloquer. Faites attention la prochaine fois. Je vais essayer. Je vous présente le caporal Cruz, qui vient d'arriver. Enchanté. Enchanté. Hooper, l'ingénieur en chef. J'ai cru comprendre que le capitaine Moon voulait que je vous amène jusqu'à vos quartiers. Oui, exactement. Ok. Eh ben, après vous. Bah, j'y vais. Vous avancez avec Hooper comme guide. Matthews, cela fait maintenant 3 mois que tu es à bord de l'Exodus, mais tu te prêtes au jeu pour ne pas laisser Cruz seul. Merci de votre visite au quai numéro 2. Après le passage vers le quai central, dont les nombreuses portes indiquent 4 quais d'amarrage, vous pénétrez dans des couloirs étroits et tortueux, semblables à des boyaux de métal, où la lumière vacillante des néons crache une lueur blafarde. Parfois, de l'extérieur, via les multiples vitres de la station, vous apercevez la planète Tanaka 5 et les forts orages magnétiques qui la violentent. Les parois de la station Exodus, couvertes de tuyaux enchevêtrés et de câbles suspendus, suintent d'humidité, créant une ambiance moite et suffocante. D'ailleurs, Cruz, tu sens une étrange odeur en avançant. L'ingénieur en chef semble avoir discerné ton problème et prend aussitôt la parole. Ce sont les puces. N'arrêtons pas de les éliminer, mais ce sont des insectes. Ils pondent, les œufs éclosent. C'est un cercle sans fin. Des gouttes d'huile noire dégoulinent lentement des conduits rouillés, ajoutant une touche sinistre au silence pesant qui égrène le reste de votre ascension vers le niveau 5. L'air, lourd de poussière et de résidus industriels, est traversé par des courants d'air froid qui sifflent à travers les grilles de ventilation tordues. Au sommet de votre ascension, vous atteignez enfin la zone des chambres. Les portes des cabines, robustes et scellées, sont marquées par le passage du temps avec des éraflures profondes et des traces de rouille. Le couloir est silencieux, à l'exception d'un léger bourdonnement provenant des systèmes de survie, qui résonne comme un murmure inquiétant. Les voyants rouges et verts clignotent sporadiquement au-dessus des portes, jetant des éclats de lumière sinistres sur les murs ternis. Ici, l'air est plus stagnant, chargé d'une odeur de moisi et de désinfectant, tandis que l'obscurité semble s'épaissir comme si elle cachait des secrets oubliés depuis longtemps. Hooper active la porte de ta chambre, Cruz, et tu constates le style très spartiate voulu par la Weyland-Yutani pour ses employés. Une salle principale assez sommaire, un coin de douche et c'est tout. Le lit sort d'un des murs proches de la porte, en l'activant. Une affiche délavée de la Weyland-Yutani avec son slogan « Construire un monde meilleur » et la joie d'enfants jouant avec leurs parents devant une machine de terraformation loin trône au fond de la chambre. La porte coince légèrement et Hooper te promet de la réparer très vite. Oui, bah, pas de soucis, ça me dérange pas. Ok, en tout cas, voilà vos lieux. Matthews est pas très loin, donc il te montre sa chambre. Voilà, vous pouvez profiter de vous détendre ici. La fermeture peut se faire par l'intermédiaire de votre pouce. D'ailleurs, on peut le faire tout de suite, donc tu vois qu'il appuie. Mettez votre pouce sur la pendant. J'essaie. Voilà, et là, t'entends. Et là, il débloque. C'est bon. Maintenant, c'est vous qui pourrez l'ouvrir quoi qu'il arrive. Parfait, très bien. Bah écoutez, je vous souhaite bon courage. Et puis, si vous avez la moindre question, je suis là. Et tu vois qu'il se retourne et il part. Fox vous accompagne depuis le début. Et tu vois qu'il vous lâche pas du regard. Et, mais il ne dit pas un mot, mais tu vois qu'il reste très près de Matthews. Ok. Je sais pas, j'imagine que je dois avoir peut-être des rendez-vous, des trucs, des choses à faire. Bah tu vois que tous les mineurs sont sur Tanaka 5. Logiquement, ils devraient revenir à bord des 2 navettes, le Pygmalion et le Galatée. Donc pour l'instant, t'as pas grand-chose à faire. Ouais, à part préparer tout ce qu'il y a à faire avant qu'ils arrivent, quoi. Mais ouais, ok. Bah, est-ce que tu veux... Est-ce que vous voulez qu'on aille rendre visite à Shineski, là? Rendez-vous vous a donné? Moi, je pense que ce serait une bonne chose. Je me tourne vers Fox. Tu peux aller ailleurs si tu veux, là on a un rendez-vous et je préférerais que tu nous accompagnes pas. Parce que avec Shineski, il a un comportement un peu étrange en ce moment. D'accord. Mais on se revoit aujourd'hui? Ouais, y a pas de souci, tu peux venir plus tard à mon bureau. J'y serai, t'inquiète pas. Ok, ça marche. Bon, salut madame. Salut. Et puis tu vois qu'il part aussitôt en courant. De ton côté, Espinosa, tu es à la cantine de la station. C'est un vaste espace morne et austère, éclairé par des néons blafards qui diffusent une lumière froide et impitoyable. Les murs recouverts de plaques métalliques grisâtres sont marqués par des taches de rouille et des éclats de peinture écaillée. Des tables en acier brossé, fixées au sol, s'alignent en rang rigide.
accompagnées de chaises usées aux bords émoussés. Le sol est fait de dalles sombres, usées par le passage incessant des bottes lourdes, couvertes de traces de liquide renversé et de miettes incrustées. Un bourdonnement sourd émane des conduits d'aération, mêlé au cliquetis régulier des ventilations, qui peinent à masquer une odeur persistante de nourriture réchauffée et d'huile de cuisson rance. Des distributeurs automatiques, cabossés et clignotants, émettent des bruits mécaniques irréguliers, rappelant la vétusté des lieux. Sur les murs, des écrans fissurés diffusent en boucle des messages de sécurité et des publicités délavées, ajoutant à l'ambiance morose de la pièce. Assis en face de toi, Espinosa, un homme au trait marqué porte un t-shirt blanc immaculé, contrastant avec l'atmosphère lugubre de la cantine. L'agent de la Weyland-Yutani chargé de la bonne gestion de la mine de Tanaka 5. L'agent Wallace. Tu sais qu'il fait un peu de zèle, il aimerait bien monter les échelons de la compagnie, mais clairement, tu le sais, il n'en a pas les capacités. Son visage, anguleux et légèrement émacié, est encadré par des cheveux bruns coupés courts. Ses yeux, légèrement cernés, expriment une nervosité contenue, comme s'il cherchait à masquer une inquiétude profonde. Sa mâchoire, marquée de légers tics, se serre sporadiquement, révélant une tension sous-jacente. Ses mains, reposant sur la table, sont nerveusement entrelacées, les doigts crispés comme s'il cherchait à canaliser une anxiété palpable. Malgré son apparence désinvolte, il dégage clairement une aura d'inquiétude subtile, accentuée par les ombres que les néons projettent sur ses traits. Son regard, fuyant et scrutateur à la fois, semble analyser chaque détail de la pièce, comme s'il attendait quelque chose, ou quelqu'un qui surgisse à tout moment. T'ayant demandé de venir le voir, il prend la parole. « Si je vous ai fait demander, c'est pour parler du chef d'équipe, de l'équipe A, Shinasuke. La zone d'extraction de la trimonite dans le nouveau secteur 9 est un succès, et j'en suis personnellement ravi. Mais Shinasuke pose problème. Il a une mauvaise influence sur les autres mineurs. Il n'a d'ailleurs pas voulu partir hier pour la mine. L'équipe A est partie donc toute seule. Le chef d'équipe est donc là, Shinasuke, et son équipe est en bas. Parce que, d'ailleurs, il a une influence plutôt négative sur les autres. Donc ce que j'aimerais bien, c'est que cette épine dans notre pied ne pose plus de problème. Donc, j'aimerais bien que cet homme qui a déjà contrecarré quelques plans sur Io, donc le satellite de Jupiter, il y a déjà 7 ans, ne reproduise pas ce genre de problème ici. Donc si vous pouviez aller voir Shinasuke, je crois qu'il est à la raffinerie, aux dernières nouvelles. Il vous a remonté des demandes? De ce que m'a dit le docteur Matthews, on frise la paranoïa avec Shinasuke. Apparemment, il aurait dit qu'il y avait des choses, des bruits à l'intérieur de la mine, et notamment du nouveau secteur qu'on a ouvert, au niveau -9, et il commence à faire tache d'huile. Donc, soit on le calme, comment je pourrais dire, soit vous le calmez, soit on essaye de trouver un procédé qui permettrait de le mettre de côté. J'ai entendu dire que le Kerberos était arrivé avec les Marines coloniaux. Peut-être que le faire partir serait aussi peut-être une possibilité. Ou au moins lui faire cette pression-là. Bien sûr, tout cela est possible. Visiblement, c'est quelqu'un qui répercute les problèmes de faction en faction. Il va falloir y remédier, c'est sûr. J'irai le voir. Très bien. Maintenant ? Maintenant. Parfait. Eh bien, on s'entend bien. D'ailleurs, je ne vous ai jamais posé la question, mais que pensez-vous de Young ? Que dois-je penser de Young ? Pour ton information, Young est un homme de type asiatique, dégageant une présence magnétique qui capte instantanément l'attention. Ses traits sont fins et bien définis, avec une mâchoire carrée accentuée par une légère moustache soignée et un bouc finement taillé de quelques jours, ajoutant une touche de sophistication à son apparence. Ses cheveux noirs, impeccablement coiffés, encadrent un visage où se mêlent mystère et autorité. Ses yeux, sombres et perçants, sont empreints d'une intensité presque énigmatique, révélant une intelligence aiguë, mais dissimulant soigneusement ses véritables intentions. Lorsqu'il parle, sa voix, posée et suave, inspire confiance, mais il y a une froideur subtile dans son ton, comme s'il pesait chaque mot avec une précision calculée. Son charisme est indéniable, mais il est difficile à cerner toujours en contrôle, ne laissant jamais transparaître ses émotions. Il porte une veste marron assez simple de prime abord, mais élégante, qui souligne son rôle important au sein de la Weyland-Yutani.
celui d'un agent au-dessus de tous au sein de la station Exodus. D'ailleurs, tu ne sais pas précisément son rôle, si ce n'est qu'il coordonne l'essentiel des activités de la station Exodus. Tu repenses à son regard, parfois fuyant, qui donne l'impression qu'il voit toujours au-delà de la situation immédiate, comme s'il anticipait constamment le prochain coup à jouer, dans une partie d'échecs complexe et dangereuse. Voilà se reprend. Là aussi, ne vous méprenez pas, je trouve que l'agent Young est très professionnel, mais il contrôle un peu trop les faits et gestes de la mine, et c'est mon secteur, c'est à moi de m'en charger. J'ai cru comprendre que vous étiez plus ou moins au même niveau, donc si vous pouviez lui en parler sans donner mon nom, mais... Bien sûr, je pourrais tout à fait le glisser. Maintenant, ne voyez pas là quelque chose qui puisse vous mettre de l'ombre, rassurez-vous, vous êtes quelqu'un de très compétent. Merci. Fais-moi un petit test de manipulation avec empathie. Formidable. 3, 7... Donc t'as ta compétence, ta caractéristique, et... 3 réussites. Eh ben, il a l'air ravi. Tu vois qu'il a un léger sourire et... Bien, merci en tout cas, agent Espinosa. Je vais reprendre, tu vois qu'il a un gros dossier, tu vois qu'il le prend. Tu vois qu'il a toujours un dossier avec lui. Okay. Comme s'il essayait de montrer qu'il a énormément de travail, donc il le prend. Très bien, bah écoutez, je vous laisse aller voir Chinaski. Je m'en charge. De ton côté, Blazkowicz, tu es à la raffinerie, il fait chaud. La raffinerie de Trimonite, à bord de la station spatiale Exodus, est une installation massive et sinistre, où le travail incessant des machines semble presque vivant. Tu sais, Blazkowicz, que la Trimonite est un minerai extrêmement rare, donc extrêmement cher, 15 fois plus résistant que le diamant. On le retrouve donc dans l'industrie, mais aussi au cou des personnalités les plus riches. L'endroit où tu te trouves, avec Chinaski, est un dédale de corridors industriels, baigné dans une lueur rougeâtre et clignotante qui suinte des lampes d'urgence montées sur les murs. Les parois de métal sombre, renforcées par des plaques rivetées, sont tachées de suie et de résidus minéraux, témoins d'années de traitement intensif du minerai. Des tuyaux épais suintant de liquide huileux serpentent le long des murs, entrelacés comme des veines dans un organisme géant. Les sols sont recouverts des grilles en acier, usés par le passage incessant des ouvriers remplacés actuellement par des androïdes Sixon bon marché. Sous ces grilles, on distingue des ombres mouvantes de mécanismes, où l'on entend le bruit assourdissant des broyeurs et des centrifugeuses qui transforment la trimonite brute en matériaux raffinés. L'air est lourd et saturé de poussière métallisée, chargé de l'odeur âcre de produits chimiques et de vapeurs toxiques. Les grandes cuves de traitement imposantes et rouillées projettent des nuages de vapeur blanche, rendant l'atmosphère encore plus étouffante et oppressante. Des écrans de contrôle fixés à intervalles réguliers sur les murs clignotent avec des chiffres et des graphiques incompréhensibles, surveillant en permanence la température, la pression et la pureté du minerai raffiné. Le son omniprésent des sifflements de vapeur et de grincements de métal érodé résonnent à travers la raffinerie, créant une ambiance d'urgence perpétuelle, comme si la structure elle-même est toujours sur le point de céder sous la pression. Et c'est donc dans ce lieu que tu attends avec Chinaski, le chef d'équipe des mineurs de l'équipe A, qui t'a toujours eu à la bonne, tu ne sais pourquoi. Il t'observe, l'air inquiet, et prend aussitôt la parole pour rompre votre silence. Tu penses que les Marines coloniaux vont arriver ? J'ai tellement de choses à leur dire qu'il faut absolument qu'ils soient présents, au moins l'un d'entre eux. Mais calme-toi, ça va bien se passer, détends-toi, Chi. Bon. Toi, tu sais des choses par rapport à la mine sur Tanaka 5 ? Les autres, ils t'en ont parlé ? Non, pas spécialement. Ok. Bon, en tout cas, ce que je devrais dire et montrer devrait leur faire l'effet d'une bombe. Si c'est possible. Quoi ? De quoi tu parles, en fait ? Écoute, j'ai un enregistrement. J'ai quelque chose que j'ai réussi à grappiller chez Bowman, celui qui est chargé des communications. Tu sais que j'aime bien aller à droite et à gauche, écouter, aux portes. Il y a plusieurs mineurs qui m'ont dit qu'il y avait des problèmes, notamment dans le nouveau gisement, au niveau -9. Et ils ont vu des ombres, des bruits, il y a eu des morts.
Et c'est pas forcément que à cause des explosions ou à cause d'une faille qui a fragmenté. Tu sais bien que ça arrive. Ouais, mais pas enfin, autant. tu connais aussi la parano des mineurs derrière. Hein. Dès qu'il y a un bruit, dès qu'il y a un machin, un bout de veine qui fait un petit craquement, ça y est, c'est bon, c'est la fin du monde. Ouais, mais ce que j'ai entendu sur cet enregistrement, ça devrait les inquiéter. Et c'est pour ça, j'ai besoin de quelqu'un extérieur qui permettrait de démêler un petit peu les choses. J'ai pas confiance à la compagnie. Ok. Oh, putain, c'est encore un moment où je vais perdre ma preuve. Écoute, il devrait pas tarder, tu vois qu'il regarde sa montre. Putain, qu'est-ce qu'elle fout, bordel. J'ai demandé à cette nana, là, les Marines coloniaux. Elle a l'air de savoir ce qu'elle fait. En tout cas, on ne parle pas de ça à Young ou à Espinosa, ok? Tu me vois parler au trou de balle de la compagnie, moi? Non. C'est pour ça que je t'ai fait venir. J'ai envie qu'il y ait quelqu'un en qui j'ai confiance, qui soit là. Bah voilà, écoute, on va aller s'attendre, calme-toi, et puis on va bien aviser de toute façon. Donc, par le grand fruit du hasard, vous cheminez au même moment vers la raffinerie. Que ce soit Cruz, Matthews ou Espinosa, donc vous marchez. Blaskovic et Chinaski, vous entendez ces bruits de pas métalliques arriver jusqu'à vous. Donc vous avez soit le mont de charge, soit l'escalier. Alors vous savez que le mont de charge ne fonctionne plus, donc vous avez donc dû prendre l'escalier. Et encore un coup des ingénieurs. Et vous arrivez au même moment à l'intérieur de la raffinerie. Il fait chaud, c'est lourd, vous entendez des bruits de machines. D'ailleurs, la raffinerie est là pour transformer en partie, pour nettoyer un petit peu la trimonie qui est extrait de Tanaka 5, renvoyé par les mineurs, donc ici, pour être ensuite acheminé vers le Kerberos, pour être déplacé vers Alpha Kailis. Donc la raffinerie fait extrêmement chaud, elle fonctionne tout le temps, et vous avez des bruits donc de moteurs, vous avez des bruits de vapeur donc, qui se projettent de temps en temps, et vous voyez dans une sorte de petit cocon, vous le reconnaissez tous, Chinaski, et toi Espinosa, tu reconnais Blaskovic. Tu lui as jamais vraiment parlé, il fait plutôt bien son taf, il a surtout géré donc, les grosses machines de forage sur Tanaka 5, et ben vous deux, donc toi Blaskovic tu l'as déjà vu, mais il est jamais passé par ton laboratoire, donc tu l'as déjà connu mais sans plus. Par contre, toi Cruz, forcément, que ça soit Espinosa ou que ce soit Blaskovic, tu ne les as jamais vus auparavant, donc tu les découvres, et vous arrivez tous au même moment. Et ben je vais vous laisser chacun rapidement faire une présentation physique de votre personnage. Une description physique? Ouais. On va commencer par toi, Cruz. Oui. T'es préparé? Et ben moi je suis une jeune femme d'une trentaine d'années, les cheveux longs bouclés, type un peu latino, musclée, fine, et voilà, de à peu près 1m65. Mathieu. Donc moi j'ai la quarantaine, je suis assez élancé, le visage un peu creusé et marqué. Et pas grand chose de plus, je suis assez sérieux, mais j'essaie d'avoir un visage avenant envers les autres. Espinosa. Du coup, Espinosa, d'origine latine également, donc des longs cheveux, mais très souvent attachés, parce que c'est quand même plus pratique, noirs. Elle a un visage très fermé, c'est très difficile de lire ses émotions. Blaskovic. Blaskovic, c'est un homme relativement grand, il doit faire 1m85. Il a la fin de la quarantaine, il s'approche plutôt de la cinquantaine d'années. Assez costaud à force de travailler près des machines et dans les mines. Et c'est un personnage relativement blasé, un peu taiseux, un peu bourru. Il parle pas beaucoup. Et donc vous voyez la cinquième personne, Chinaski, que pour certains vous avez déjà vu. Alors vous le reconnaissez par ce fameux tiret jaune qu'il porte tout le temps. D'ailleurs, ça se ressent un petit peu, ça se sent. Il a une barbe assez sale, les cheveux un peu en vrac. C'est quelqu'un qui a l'air vraiment perturbé. Et donc en vous voyant, il vous observe
et tu vois qu'il a l'air rassuré, et en même temps, il commence à se tourner, il voit Espinosa, et tu vois qu'il commence à te regarder, mais avec un regard un petit peu plus fermé. Mhm. Et donc, ils vous regardent tous. Je croyais que vous alliez venir seul. Bonjour. Capitaine Cruz. Enchantée, je me présente. Je crois qu'on ne se connaît pas. Le Blueberry. Le bar de ce quartier de seconde zone est l'endroit rêvé, penses-tu, pour te vider la tête. Tu vas en avoir besoin. Les informations du colonel Garland étaient bien trop sérieuses pour ne pas chercher à être à 100% lors de ton arrivée sur cette maudite station Exodus. Le bruit des canettes que l'on ouvre, la musique en fond, tu bois une petite tournée avec ton coéquipier, le lieutenant Reyes, avec qui tu avais eu une histoire avant Katia. Depuis, ce Mexicain d'origine, au regard ténébreux, était devenu un soutien dans pas mal de situations épineuses. Mais à présent, son regard noir était bien trop songeur. Dis-moi, tu pars toi aussi, on est d'accord? Ouais, bien sûr. La station Exodus? Mm. Ouais. Tu sais précisément... Ça n'a pas l'air de faire plaisir qu'on parte ensemble. Non, du tout. Franchement, ça me fait plaisir. Et ça me fait plaisir que tu m'aies demandé de venir dans ce bar. J'adore venir par là, et puis c'est toi qui payes les shots, donc... Ouais, y a pas de souci. De toute façon, ça faisait longtemps qu'on s'était pas revus. Ouais. Il t'a dit quoi, le colonel, par rapport à la station? Je pense la même chose que toi, hein. Aucune information depuis un mois déjà de la base. Ouais. Il t'a dit qu'il se trouvait sur Tanaka 5? Il y a des Américains qui sont en place. Ouais. Il y a des soldats, et parmi ces soldats, il y a le frère de Katia. Ah, je ne savais pas. Ben, je te le dis. Alonso est là-bas, et je savais pas si je devais t'en parler, mais... Bah, t'as bien fait de me le dire. Moi, de toute façon, ça fait des années que j'ai plus contact avec lui. Je savais pas du tout où il se trouvait. Et tu vois qu'il y a quelque chose qu'il travaille encore, mais tu vois qu'il regarde un petit peu autour de lui. Il y a autre chose. Le vieux Garland, le colonel. Ouais. Il t'a dit ce qui se passait sur la station Exodus elle-même? Pas vraiment, non. Ou la Weyland-Yutani, ou quoi que ce soit? Non, j'ai aucune info là-dessus. Ok. Si je te répète quelque chose, tu le gardes pour toi. Ouais, vas-y, dis-moi. J'ai un ami. Tu sais que je travaille dans tout ce qui est transmission radio. Je connais des types qui connaissent des types au sein de l'USSMC. Et... putain. Tu me fais peur, là. Non, c'est juste que je sais pas vers quoi on s'embarque. Parce que j'ai l'impression que le problème, c'est pas forcément la station Stakhanov de l'UPP, mais plutôt de la Weyland. En fait, le colonel Garland, il a un ami, le Major Ramos, c'est lui qui dirige la station. Ouais. Eh ben, il y a quelques jours avant la fin de la dernière transmission des Marines coloniaux sur Tanaka 5, il a intercepté une donnée, un message, vieux de 4 ans. Ok. Et ce message, il provenait de Gateway. Ce message, c'est un message vieux de 4 ans. Et c'était un message qui a été fait, un enregistrement. Putain, je peux même pas te dire. Il venait d'une employée. Ok.
et elle parlait de la colonie sur Achéron. Celle où Katia est morte. Achéron. Ouais. Ce que j'ai entendu sur ce message, ça laisse présager quelque chose d'assez inquiétant. Tu veux dire qu'il s'est passé la même chose? Je sais pas, mais j'ai l'enregistrement sur moi, dans mon dictaphone. Tu veux l'écouter? Ah oui, oui, oui. Je sais pas si j'ai bien fait de le conserver, mais Mais bien sûr que si. bon, je te le fais écouter. Je voudrais qu'on revienne à ce phénomène extérieur qui a détruit la navette. Il est dans le rapport? Ça va continuer longtemps. Comment ça? Ça fera bientôt 4 heures au moins. Vous allez me la faire répéter combien de fois, cette histoire? Essayez de voir les choses de notre point de vue, voulez-vous? Je vous en prie. Bien, vous reconnaissez avoir enclenché le détonateur entraînant la destruction d'une navette de transport de classe M. C'est un engin qui n'est pas donné. Cela représente 42 millions de dollars, sans compter la cargaison, bien sûr. L'ordinateur de la navette a corroboré certains éléments de votre rapport. Entre autres, que pour une raison inconnue, le Nostromo avait atterri sur LV426, une planète qui était encore inexplorée à cette époque. Puis elle est repartie, et c'est alors que vous avez activé le système d'autodestruction, vous seul, pour une raison inconnue. Non, pas pour une raison inconnue, je vous l'ai déjà expliqué. Si on a atterri sur LV4, c'était par ordre, afin de trouver la chose qui avait tué l'équipage entier. Et votre navette de 40 millions? Les chercheurs de l'équipe qui a examiné la navette centimètre par centimètre n'ont trouvé aucune trace concrète de la créature que vous avez décrite. Bien sûr, j'ai pu l'expulser à travers le sas de compression. Mais j'ai déjà dit. A-t-on relevé des spécimens de cet organisme hostile sur LV4? Non, c'est un rocher sans aucune vie indigène. Est-ce que le QI aurait été rabaissé à ce point depuis mon départ? Madame, j'ai déjà dit que cette créature venait d'ailleurs, sur un vaisseau à la dérive dans l'espace. Cet engin ne venait pas de notre système. C'est clair? Et notre vaisseau s'est amarré à lui. Et vous avez trouvé une créature que l'on n'a jamais signalée dans aucun des 300 mondes habités. Une créature qui engendre à l'intérieur d'un être humain vivant. Oui. Je cite votre rapport. Son sang est un concentré d'acide à demi solide. C'est exact. Écoutez, je devine comment ça finira. Mais je vous affirme que cette créature existe. Merci, mademoiselle Ripley, ce sera tout. Mon Dieu, vous allez m'écouter. Un homme de mon équipage, Kane, est entré dans cet engin et il m'a dit avoir vu des centaines d'œufs à l'intérieur. Des milliers. Ce sera tout. Veuillez disposer. Mon Dieu, non, ce n'est pas tout. Mais si une de ces créatures arrive jusqu'ici, alors oui, ce sera tout. Et tout ça, ces rapports à la con que vous trouvez si importants, vous n'aurez qu'à les flanquer, tout ça au panier. Ils ont parlé d'une chose. Ça parle d'une créature, ouais. Je sais pas pourquoi ils l'ont envoyé à destination de la station Exodus, mais en tout cas, il y a forcément un lien avec Achéron. Ok. Cette employée de la compagnie, j'ai retrouvé son nom. Hélène Ripley. Capitaine Cruz. Enchantée, je me présente. Je crois qu'on ne se connaît pas. Effectivement, je te tends la main du coup. Moi, je lui serre et puis je lui dis bonjour. De même. Je crois qu'on est tous là. Je pensais que vous nous aviez conviés. Oui, enfin, pas tous, mais... Rassurez-vous, je ne suis pas là pour vous mettre à mal. Je suis là pour comprendre un peu cette situation et trouver une solution. Un petit test de manipulation. Je vais bien l'aimer. Ah, qu'une. Oh. Ouais, mais c'est une réussite. Oui, je sais, mais bon. Ok. On est tous là. Moi, je suis là pour informer. Par contre, je veux absolument pas que Young le sache, ok? Sachant que Young peut potentiellement être là lui aussi.
Je vais lancer un dé de 100. Alors 25 ou moins, il arrive quasiment au même moment que vous. Entre 26 et 50%, il arrive à peu près au milieu de la discussion. À 51% ou plus, il arrive vraiment à la fin de l'échange. Donc, au moment où il dit « Je veux absolument que Jung ne le sache pas », vous entendez des bruits de pas métalliques et vous apercevez un homme. D'origine asiatique, il dégage un charisme indéniable, avec des traits fins et une allure soignée. Son regard scrutateur semble dissimuler des intentions ambiguës. Réservé et méthodique, il incarne l'autorité froide de la Weyland-Yutani, laissant deviner un esprit stratège derrière son calme apparent. Vous le reconnaissez tous, sauf toi, Cruz. Il s'agit de l'agent Jung. Vous le voyez descendre, il vous regarde tous. Il y a des têtes que je ne connais pas. Enchanté, agent Jung. Capitaine Cruz. Très bien. Vous êtes là, vous êtes arrivé avec le Kerberos. Exactement. Et que faites-vous tous ici? Je croyais, Chinaski, que vous deviez être avec l'équipe A. Ouais, mais je me sens pas très bien et le docteur m'a dit que je devais rester ici. Tu vois que l'agent te regarde. C'est vrai? Oui, je confirme. Son comportement n'était pas en adéquation avec l'expédition. Eh bien, la question est maintenant, que faites-vous tous ici? Ne vous inquiétez pas, Jung, je prends la situation bien en main. Fais un test de commandement. Ah! Avec empathie. 2! Bien, et sachez que s'il y a un problème, cela vous concernera aussi. Bien évidemment, je suis là pour soulager ce genre de situation. À tout à l'heure. Tu vois qu'il se déplace et il remonte les marches. Donc vous êtes de nouveau tous les 5. Chinaski a l'air de souffler. Ok. Vous voyez, je le savais, c'est pour ça que je voulais absolument que ça soit fait discrètement. Voilà, si à la base je voulais vous parler, c'était pour vous parler de ce qui se passe à l'intérieur de la mine. Il y a des bruits, des personnes qui meurent à l'intérieur, et c'est pas forcément lié que au nouveau niveau qu'on est en train de développer. Je me suis renseigné un peu sur Tanaka 5. Je sais qu'il y a eu des problèmes qui sont survenus. Il n'y a pas que 3 mois, il y a 3 ans. Il y a 3 ans, il y a eu des relevés géothermiques qui ont été faits. Et apparemment, ils avaient découvert qu'il y avait une faille, une sorte de poche. Et devinez où se trouve cette poche? Au niveau -9 qu'on est en train de creuser. Il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être un truc que la compagnie, et tu vois qui regarde du coin de l'œil Espinosa, oui, il y a quelque chose, sûrement. Il y a des mineurs, comme je vous l'ai dit, qui sont morts. Et certains ont entendu des bruits avant leur mort. Et pas des bruits de machine. Il y a quelque chose sous terre. Et ça se trouve, on l'a déterré. Et j'irai même plus loin. Ça se trouve, la compagnie est au courant. Mais vous, comment savez-vous ce qui s'est passé il y a 3 ans? Je me suis renseigné. J'ai demandé à Bowman, celui qui est chargé de la communication, de faire des petites recherches. Et il a découvert qu'il y avait des problèmes. Bien avant que l'UPP ait installé sa station sur Tanaka 5. Ça se trouve, peut-être qu'ils le savent eux aussi. C'est peut-être pour ça qu'ils s'accrochent aussi à Tanaka 5. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'on est en train de creuser dans cette putain de poche. Et je sais que la compagnie est au courant parce que j'ai un enregistrement. Je peux vous le faire écouter si vous voulez. Ça concerne une scientifique qui est dans la mine, Morgane. Elle a été détachée depuis plusieurs semaines à l'intérieur de la mine. Elle a un pôle scientifique là-bas. Pourquoi elle a un pôle scientifique dans une mine? Il serait effectivement intéressant d'entendre cette conversation. Tu vois qui sort une petite cassette. Je vous la fais écouter, ok? Tu vois qui prend un magnéto, il le branche. Écoutez bien.
Message prioritaire pour la Weyland-Yutani. Ici l'officier scientifique Elsa Morgan. Vous devez abandonner le projet Exodus. Je répète, vous devez abandonner le projet. Les sujets sont bien plus agressifs que ce que nous pouvions imaginer. Le risque est trop grand. Tanaka 5 doit être rayé de la carte. Je vous en supplie, le lieutenant Ripley avait raison. Rien ne peut les arrêter. Voilà. Vous voyez ? Le projet Exodus. Elle a pas dit la station Exodus. Elle a parlé du projet. Il y a un truc. Il y a quelque chose qui se passe. Espinoza, ça vous dit quelque chose? Je n'ai pas d'informations à vous transmettre à ce sujet. Je n'en ai pas l'autorisation ni l'accréditation. C'est parce que je vous demande, est-ce que vous étiez au courant de ça? Personnellement, non. Très bien. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir avoir des informations? Je vais m'en charger. Je tends ma main, du coup, pour l'inviter à me donner la cassette. Je vais avoir besoin de ceci. Tu vois qu'ils vous regardent tous les trois. Surtout toi, Blaskovic. Si vous voulez mettre un terme à ce qui se passe ici, j'aurai besoin de cette cassette. Tu vois qui sort la cassette. Merci. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la compagnie. Non, mais... Oh, il y a la compagnie, d'accord. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est pas qu'une mine. Ça se trouve, il y a un problème. Un gros problème. Et au moment où il dit problème, vous entendez... Capitaine Moon demandé d'urgence sur la passerelle. Capitaine Moon demandé d'urgence sur la passerelle. Capitaine Moon demandé d'urgence sur la passerelle. Moi je pars en disant je dépêche, je pars, ils ont peut-être besoin de moi. Puis je pars vers la... Cruz, que fais-tu? Moi je me dirige vers la passerelle. Enfin je dis à Chinaski de me suivre. Chinaski, on y va. Ok, ça marche. Espinoza. Je vous laisse avancer. Si je comprends bien, c'est vous qui avez eu accès à cette cassette. Ah non. Pourquoi demandait-il votre aval alors? Parce que c'est Chinaski, je sais pas pourquoi, il m'aime bien. Du coup, à chaque fois qu'il y a un problème, il vient me voir. Il a toujours été dans cette situation psychologique-là? Parano? Ouais, toujours. Y aurait-il une possibilité pour que cet échange ait été trafiqué, créé de toutes pièces? Attends, mais vous me posez des questions, moi j'en sais rien. Il m'a demandé de venir. Il m'a dit j'ai un truc à te montrer, faut qu'on parle. Mais j'en sais pas plus en fait. Très bien, ne montez pas sur vos grands chevaux. Si vous voulez que j'enquête pour pouvoir fermer ce qui se passe ici... J'ai rien ici... demandé, moi. C'est lui. Hein. Je sens qu'on va bien s'amuser Tant ensemble. qu'on m'emmerde pas, Et je m'en vais. Ok, tu vas sur la passerelle? Oui. Et Blaskovic, que fais-tu? Ouais, bah je monte sur la passerelle aussi. Du niveau 1, vous tentez rapidement d'accéder au niveau 4, le niveau où se situe la passerelle, la zone de la commande centrale de la station Exodus. Bienvenue sur la passerelle. La passerelle de la station Exodus est un espace sombre et oppressant, baigné dans une lumière tamisée qui provient d'écrans de contrôle clignotants. Les murs sont recouverts de panneaux métalliques, striés de câbles épais et de conduits apparents, donnant à l'endroit un aspect froid et industriel. Des consoles vétustes parsemées de boutons usés et de leviers corrodés s'alignent devant une baie vitrée massive, légèrement opaque, qui offre une vue limitée sur l'immensité noire de l'espace et de Tanaka 5. L'air est imprégné d'une odeur d'ozone et de métal brûlé, renforçant l'atmosphère suffocante. Des signaux d'alerte intermittents émettent une lueur rouge inquiétante, projetant des ombres déformées sur le sol. Les sièges pivotants fixés au sol sont usés et craquent sous le poids du moindre mouvement. Le silence est seulement interrompu par le bourdonnement constant des systèmes de survie et le murmure mécanique des ordinateurs, rendant la passerelle aussi intimidante que le vide spatial qu'elle contrôle. En arrivant, vous voyez tout de suite Bowman, le chargé des communications. « Galatée, ici Exodus, répondez !» Bienvenue sur la passerelle. Le capitaine Moon fait son entrée au même moment. Que se passe-t-il? On a des nouvelles des navettes? Ici le Galatée. Galatée, est-ce que vous pouvez nous donner les... On n'a pas le temps. Prévenez le bloc opératoire, on essaie de vous rejoindre.
Bienvenue sur la passerelle. Aussitôt, l'officier scientifique Lynch arrive. Officier scientifique au rapport. Lynch, il y a un problème à bord du Galatée. Vous pouvez nettoyer le signal? J'essaie, capitaine. Galatée. Ici le capitaine Moon. Que se passe-t-il? Des créatures nous attaquent. Je crois que je les ai semées, mais... J'aimerais entendre la suite, Bowman. Oui, madame. Des créatures. Ces mines sont censées être désertes, pas vrai? Y a rien sur ce caillou à part des bactéries. Toujours rien sur le scanner? Oups! Oui. Ici. 2 bips. Là et là. Où est le Galatée? En tête. Le Pygmalion est là à environ 10 minutes. Que dit le Pygmalion? Rien de compréhensible. Matthews, votre avis? Je suis prêt à préparer les blocs, mais c'est très inquiétant ce qui se passe. Pour l'heure, il serait imprudent de les accueillir. Nouveau signal. Des images de leur cockpit. Il y a des créatures qui sont collées à leur visage. Bienvenue sur la passerelle. Chinesky rentre sur la passerelle. Le pilote La Chance, qui était aussi aux commandes, observe sur la vidéo et semble intrigué. Wow, mais qu'est-ce qui se passe? Y a de la bagarre ou quoi? Volt, vous êtes combien? Oups, c'est toi? L'autre équipe. C'est l'autre équipe qui les a trouvés. C'est horrible. Bon sang. Matthews, allez à l'infirmerie et tenez-vous prêts. Merci de votre visite sur la passerelle. Cornell, l'agent de la sécurité, accède à la passerelle, visiblement éméché comme à son habitude. Vous pourriez m'attendre pour la fête? C'est vraiment pas le moment. Plusieurs d'entre nous sont déjà morts. On a pu retourner à la navette. Vous devez nous récupérer. Il faut que... Ils sont peut-être infectés. Oui, ils ont besoin d'aller à l'infirmerie. Capitaine, c'est trop risqué. Volt se chie dessus. Lynch, un avis? J'en sais rien. T'es payé pour savoir. Bowman. Pardon, Lynch. Ça va. Volt, des nouvelles du Pygmalion? Le Pygmalion a décollé en même temps que nous, avec quelque chose à bord. J'ai pas eu de nouvelles depuis. Volt, c'est le capitaine. Volt, répondez. Bon, je descends à la zone des quais. Cornell avec moi. La Chance, guider les navettes vers les quais 1 et 3. Si on sécurise bien la zone, on pourrait peut-être contenir ces choses, quelles qu'elles soient. Bien reçu. Vous prenez Cornell? Il est agent de sécurité. Il est bourré. On y va ou quoi? Il est armé. Bon, je compte sur vous. Je vous laisse la main au cœur. Ingénieur en chef aux commandes. Merci de votre visite sur la passerelle. Un temps de plusieurs secondes s'installe. Tous incrédules, vous essayez de comprendre ce qui se passe à présent. Pour vous, c'est irréaliste. Revoilà le Galatée. Volt se dirige vers la face exposée de l'Exodus. Il va pas un peu vite là? Tu m'étonnes, il a pas le choix. Y a un truc qui va pas là. C'est le Pygmalion. Il change de direction. Trajectoire. 2 secondes. Qui est le pilote? Emma Kitsch. Elle assure habituellement. Pas aujourd'hui. Bowman, on doit joindre le Pygmalion ou au moins avoir un signal. Chef, on n'a aucune idée de ce qu'il trimballe. C'est trop dangereux. J'ai l'audio depuis le Pygmalion et la vidéo. Voilà, c'est bon. Emma, c'est Hoop. Vous me recevez? Oups, c'est la merde. Tran et Chloé, un autre est dans les toilettes. Pilote Kitsch, ici l'officier scientifique Lynch. De quoi parlez-vous? Ils ont ouvert une nouvelle cavité. Des œufs. On voulait vous les ramener à bord. Ils sont sortis et se sont accrochés à la tête. Moi aussi j'en ai reçu un. Il est parti il y a 2 heures, mais... C'est comme pour les autres. Je survivrai pas. Emma, torche plasma. Là-bas, dans le casier. Oh, attendez, vous pouvez pas... Mauvaise idée. Emma, ces torches sont dangereuses en vol. Y a rien qui les arrête, rien. J'ai d'autres images du Pygmalion. Là, vous distinguez l'intérieur de la navette sur une vidéo. L'intérieur du Pygmalion, sombre et claustrophobique, est baigné d'une lueur rouge oppressante qui accentue les ombres menaçantes. Le sol, jonché de débris et de sang séché, est marqué par l'impact brutal d'une explosion. Les parois métalliques sont déformées et maculées de résidus organiques, tandis qu'une créature humanoïde cauchemardesque, sombre et sinistre, à la silhouette élancée et menaçante, avance en direction de mineurs toujours debout, mais terrorisés.
Son corps chitineux, suintant et d'un noir d'encre, est hérissé d'arêtes tranchantes. Ses mâchoires, redoutables, dégoulinantes de bave, dissimulent un second jeu de dents mortelles. Sa tête lisse et allongée se fond dans l'ombre, créant une aura oppressante et mortifère. Toujours tapie, à moitié dans l'obscurité de la navette, près de corps de mineurs au torse explosé, la créature guette, prête à surgir avec une violence foudroyante, éveillant une terreur profonde et primitive. Mon Dieu, mais c'est horrible, vous avez vu leur torse exploser? Emma, c'est toujours Hooper, vous me recevez? Préparez-vous à nous accueillir. Emma, ne laissez pas ce mineur allumer la torche plasma. Désolé, on peut rien faire. Oh merde, il arrive. Bowman, mets-moi sur les haut-parleurs. Jim, capitaine, on ne peut pas laisser les navettes accoster. Le Pygmalion, il transporte des choses, des monstres. Les deux navettes approchent, Hooper. Le Galatée semble sous contrôle, mais le Pygmalion va s'écraser sur nous. Impact imminent. Alerte de proximité. Alarme collision. Impact imminent. Alerte de proximité. Haut-parleur. Tirez-vous. Éloignez-vous le plus possible de la zone des quais. Ouais. Et à ce moment-là, vous entendez un énorme impact. Tout bouge à l'intérieur de la station. Vous secouez dans tous les sens. Et la suite, au prochain épisode. On se fait rouler dessus dès l'épisode 1, les gars. C'est ça. Ah, la violence. Et c'est lancé. Ça commence bien. Vous serez à bord de cette station qui semble maudite. On verra comment va se dérouler la suite de cet épisode. En tout cas, bon, un petit début pour se mettre en jambes. Oh. Et puis dès le deuxième épisode, vous êtes lancés. Ça commence doucement. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner si c'est pas déjà le cas, et puis à faire un petit tour vers notre Tipeee si vous voulez profiter de quelques contreparties. Seulement si vous pouvez nous aider, bien sûr, ça nous aide parce que, eh bien, c'est grâce à vos petits dons que nous pouvons fonctionner. Merci aux copains qui ont prêté leur voix, c'est trop cool. Exactement. Ouais. Ça donne des vraies frictions par contre pour le coup d'entendre ses potes se faire écharper. Non, ils ont super bien bossé et ils seront mis de toute manière dans la séquence, enfin ils ont été mis dans la séquence pré-générique, donc vous allez pouvoir profiter un petit peu. Merci à eux, ils ont été vraiment top. Merci. Et puis n'hésitez pas aussi à passer sur notre Discord, sur le lieu de la Discord. Si vous avez envie d'échanger un petit peu avec votre équipe. Et tant qu'on est là. C'est ça. Bah, petit tour de table, tiens, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce premier épisode? Des frissons, déjà, dès le début, là. Donc ça s'annonce plutôt bien, ou je sais pas si c'est bien, c'est le mot bien choisi. Ça va être sportif. C'est possible. Ouais. Violent, mouvementé, je dirais. Je m'attendais pas à autant d'action dès le premier épisode. Donc, on va voir pour la suite. Grave. Non mais je m'attendais à un petit début en mode on va se toiser, il va y avoir les petites manigances et tout et c'est zéro. Non, pas le temps. Ok, non voilà, là il n'y a pas le temps de miser là. Ah la vache. Ouais, bah c'est ça, d'habitude les débuts sont plus calmes quand même. Hein. Tu nous as habitués à des trucs plus doux. J'ai voulu changer un petit peu. Ah non mais ça surprend au début. J'ai changé un petit peu, quoi. Un chouïa. Chouïa. Parce que entre ça et ça, il a mis le potard à droite. C'est vrai que c'est surprenant du coup, donc c'est cool. Eh bien, rendez-vous dans 2 semaines pour l'épisode 2. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, puis on y répond. Puis référence. Exactement. Des gros bisous. Salut. Salut. Ça fait bizarre de se retrouver de nouveau là. C'est clair. De nouveau là ou de nouveau à faire du Alien? Les deux. Parce que du coup... Donc on fait attention à pas se parler... On se parle pas. Ouais, voilà. Et on fait pas de bruit, on met pas les mains devant la bouche.